Heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. À l'évidence, vous le voyez, nous ne sommes pas dans le studio habituel de Paris. Je vous accueille au cœur de Tirana. Nous sommes en Albanie à l'occasion de la fête de l'Europe. En effet, l'Albanie espère obtenir dans quelques jours le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Et pourtant, on s'en souvient, l'Albanie, ce reste peut-être en termes d'image ou d'inconscient, cette dictature qui pendant 40 ans a survécu même au bloc soviétique. On voit ici un fragment du mur de Berlin. Eh bien, l'Albanie était encore post-soviétique, comme on pourrait dire, en 1992. Des symboles comme ici cette casemate, cet abri anti-atomique qui préparait la population à une guerre qui, fort heureusement, ne vint jamais. Il en exista plusieurs centaines de milliers à travers le pays. Certains ici témoignent encore de cette époque. Alors, où en est l'Albanie? Où en est la criminalité économique qui peut-être est un frein à cette entrée plus rapide dans l'Union européenne? L'état de son économie, du tourisme, de la société? Autant de questions que nous allons poser dans un instant au Premier ministre Edi Rama. Avant cela, rappel de ce que fut, de ce qu'est l'Albanie dans l'histoire contemporaine récente. Tirana, son vieux centre-ville rénové, ses commerces flambant neufs, ses terrasses de café, ses touristes. Une atmosphère paisible de petite capitale, osons-le, européenne. Difficile d'imaginer ce même pays, 20 ou 30 ans plus tôt, en ruine et complètement refermé sur lui-même. 40 ans d'un régime dictatorial mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avaient donné l'impression que l'Albanie tout entière avait été coulée dans le béton. À l'image de ces 700 000 bunkers construits un peu partout pour protéger et contrôler le pays d'une invasion, même des morts. La folie paranoïaque d'un seul homme, son président Enver Hoxha. Les ennemis du parti et du peuple, les impérialistes et les révisionnistes nous détestent. Ils enragent de voir un petit pays et un peuple aussi courageux combattre avec autant d'héroïsme pour construire le socialisme. Un bonheur socialiste, plus pour longtemps, alors que le pays est ruiné par 40 ans de mégalomanie. Enver Hoxha, le dirigeant le plus soviétique d'Europe de l'Est, meurt finalement en 1985. 6 ans plus tard, alors que le régime communiste a résisté tant bien que mal à la chute du mur de Berlin, une petite révolte étudiante dégénère et fait tomber le dernier symbole du bloc soviétique. Dans la foulée, les communistes sont chassés du pouvoir. L'Albanie s'ouvre enfin à l'économie de marché. Ce petit pays de 3 millions d'habitants à forte majorité musulmane attire à nouveau les investisseurs et commence à frapper à la porte de l'Europe sans succès. L'un des pays les plus pauvres du continent pâtit d'une mauvaise réputation, trop bureaucratique, trop corrompue. Et paradoxalement, au moment où l'Albanie s'ouvre, c'est l'Europe qui la rejette. Un rejet que déplore le plus européen des Albanais, le président Boujar-Nishani. Il est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, il y a des gens sceptiques quant à notre intégration. Pourtant, je pense que l'Europe est plus forte en s'ouvrant à d'autres expériences. Si l'on met des barrières, si l'on divise, si l'on érige un mur, le modèle d'intégration européen ne durera pas. Et il sera difficile de lier des peuples dans un développement harmonieux. L'Albanie croit encore en sa bonne étoile européenne. Riche en minerais, elle veut inciter les entrepreneurs étrangers à s'y installer par une politique fiscale attrayante. Et pour séduire les plus sceptiques, elle travaille son image, à l'instar des anciens bunkers, dont les plus petits sur les plages ont été transformés en tables de restaurants pour touristes, avec plus ou moins de réussite. Voilà, après ce rappel historique, nous nous retrouvons dans la salle des cartes, cette magnifique salle des cartes, dans le bureau du Premier ministre qui nous accueille ici même. Edi Rama, merci de nous recevoir pour cette rencontre, pour cette interview sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI, avec Sophie Malibaud, en liaison avec le quotidien français Le Monde. Alain Salle est également avec nous. Tout d'abord, on vient de voir une évocation de ces 40 années d'une forme de dictature. On parlait d'une petite Corée du Nord aux portes de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'Albanie reste marquée par cette époque ou est-ce qu'elle est une démocratie normale? Mais je crois que tous les pays qui ont dû passer par l'enfer communiste auront besoin d'encore plus de temps pour s'en sortir complètement, parce qu'on peut changer un système pendant même une nuit, on peut abattre un mur pendant une nuit, mais pour changer une société et une façon de penser et de voir des choses, on a besoin de plus de temps. Mais de l'autre côté, je pense que l'Albanie, pendant
toutes ces années a fait un progrès remarquable. Maintenant, s'il est une démocratie dans le sens Normal, apaisé. que le mot avait pour Montesquieu, je ne sais pas même si la France est une, mais bon, c'est une longue discussion. Alors nous avons, je vous le disais avec mes collègues, beaucoup de questions à vous poser. Nous parlerons de la situation économique de votre pays, de la lutte contre le crime organisé, contre la corruption, l'espoir d'entrer en Europe. Sophie Malibaud, peut-être une première question sur ce thème. Oui, vous parliez durant votre campagne de renaissance. C'est renaissance par rapport à cette époque terrible ou est-ce que vous pouvez préciser votre pensée là-dessus? Pourquoi ce terme? Je crois que malheureusement, l'Albanie a dû payer un coût assez cher à son propre passé, dans le sens que si on a une voie sur le chemin vers l'Europe de tous les pays qui sont sortis de l'Empire communiste, on se rend compte que ceux qui sont réussis à être les premiers à s'asseoir dans la table de la famille européenne étaient ceux qui ont eu moins de mal avec le communisme et plus de points de référence dans leur propre passé avant le communisme. Je veux dire, par exemple, pour les Polonais, le communisme a été une expérience terrible, mais la transition a été aussi une expérience beaucoup plus facile que pour nous parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le passé. La reconnexion a été beaucoup plus facile. Vous voulez dire que tout est à faire pour vous? Pour un pays comme l'Albanie ou pour les pays de la région balkanique, le passé a été beaucoup moins généreux que pour des autres pays et l'effort doit être beaucoup plus important. Mais quand on parle de renaissance, ici on parle de l'Europe, pas comme une station qui nous attend dans un chemin dehors de l'Albanie, mais comme un voyage entre nous pour redécouvrir nos racines européennes, pour redécouvrir nos raisons d'être européennes, et pour redécouvrir l'Europe ici, chez nous, en construisant une Albanie européenne. Edi Rama, on le rappelait, ça fait 2 fois que votre pays aspire au statut de candidat à l'Union européenne, 2 fois que vous êtes rejeté en quelque sorte. Vous espérez dans quelques jours, au mois de juin, d'une 3e tentative. Pour vous, c'est un enjeu, on ne va pas dire que c'est le dernier enjeu, mais on voit bien que c'est un rendez-vous extrêmement important pour votre pays et pour les 3 millions d'Albanais. Il y a un consensus autour de cette attente. Malheureusement, ça serait bien si c'était la 3e, mais c'est la 4e. Ah. Bon. C'est la 4e et je dois être très franc avec vous. Je pense que c'est une question, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Europe. Parce qu'on ne parle pas d'une adhésion. Bon, si on parlait d'une adhésion, je pouvais comprendre des réticences. C'est le statut de candidat. Mais on parle d'un instrument d'encouragement. C'est pas l'adhésion, c'est même pas les négociations pour l'accès. C'est le statut de candidat, un instrument créé beaucoup plus tard que le procès d'adhésion. Ni la Pologne, ni la Tchécoslovaquie, même pas la Bulgarie ou la Roumanie ou la Croatie, ont eu le statut du candidat. Les pays dont j'ai mentionné le nom ont devenu candidats dans le moment où on a ouvert les négociations. Le statut de candidat a été inventé par Romano Prodi et la commission de l'époque pour encourager les Macédoniens et les Albanais de la Macédoine à vivre ensemble et à trouver un point commun de référence dans l'Europe dans un moment tragique pour eux où ils risquaient la guerre civile. Ça veut dire, dans d'autres mots, c'était
je peux le dire. Une pilule antidépressive pour encourager une société à trouver dans l'Europe le point de référence. Alors, de quoi on parle? Et moi, je suis bouleversé quand je vois de la réticence vis-à-vis de ça, parce que l'Albanie mérite le statut de candidat, pas aujourd'hui, mais même avant, parce que mérite d'être encouragé, mérite d'être donné un point de référence et mérite d'être poussé vers le processus d'intégration. La France fait partie des pays qui ont été réticents à vous accorder ce statut de candidat. Vous connaissez bien la France, vous y avez vécu. Est-ce que vous comprenez la position française? Mais en tant que Premier ministre de l'Albanie, je la comprends. En tant que citoyen de l'Europe, ayant vécu en France et ayant été inspiré par la France, comme par l'Angleterre, comme par les États-Unis, comme par l'Europe, pendant une époque où on était totalement fermé et l'inspiration venait de tout ce que nous donnait comme énergie de réaction, de résistance l'Europe, je ne la comprends pas. Voilà. Lorsque vous étiez dans l'opposition, à un moment donné, vous aviez l'occasion de pouvoir voter des lois qui avaient d'ailleurs été rédigées avec l'assistance de Bruxelles pour faciliter l'adhésion. Et à ce moment-là, vous aviez voté contre. Comment est-ce que vous expliquez ce retournement? Mais alors, je dois vous renverser la question en disant comment vous expliquez qu'après avoir voté toutes les lois demandées, nous n'avons pas obtenu ce qu'on nous disait, votez ces lois et vous obtenez ça. Mais pourquoi il faut être clair et il faut être franc. Voilà. Le statut de candidat, c'est une décision politique et n'a rien à voir avec les négociations. Dans les négociations pour l'adhésion, on a un processus beaucoup plus articulé et beaucoup plus lié avec des devoirs et des choses à faire dans un calendrier bien précis. Alors c'est ça le vrai défi d'un pays comme l'Albanie ou d'un pays qui veut s'intégrer. Et nous, on va entrer dans ce processus parce que je pense que comment quelqu'un que j'admire comme Michel Rocard, que j'ai eu la grande fortune de le connaître et de l'avoir ici chez nous pour nous conseiller des années un peu plus en avant, a dit, le processus d'intégration, c'est un instrument absolument unical pour un pays comme l'Albanie pour se moderniser. Alors le processus lui-même, pour nous, c'est encore plus important que l'adhésion en soi. Est-ce que ça ne passe pas par un minimum de concorde entre pouvoir et opposition pour arriver à mettre au point un dispositif qui soit compatible avec l'Europe? Contre les lois de la majorité, réciproquement. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas fait de la cause européenne finalement une question partisane? Mais on peut trouver toutes les raisons pour cacher la vraie raison, non? Et quelle est-elle? La vraie raison, c'est, selon moi, qu'on manque aujourd'hui d'une Europe vraiment politique et d'une Europe stratégique. On dépend toujours plus d'une Europe tactique qui est liée aux prochaines élections dans 27 pays membres et aux prochaines élections européennes, 28. D'où la crainte de l'élargissement. On dit ça. Et parce que je veux bien parler, par exemple, de criminalité en Albanie, mais de l'autre côté, je ne pense pas que la lutte contre la criminalité aujourd'hui, c'est une lutte locale d'un seul pays. C'est une lutte toujours plus internationale contre des réseaux qui sont beaucoup plus politiques, entre guillemets, et beaucoup plus stratégiques que le réseau européen de la politique européenne, le réseau de la criminalité. Alors, bon, criminalité en Albanie, un problème. Et qu'est-ce qu'on dit après de 2 personnes par jour tuées à Marseille? Ça veut dire qu'on ne peut pas réduire le problème comme ça. Et on doit se rendre compte aussi d'une chose. L'Albanie a un besoin vital pour l'Europe. Cette région a un besoin vital pour l'Europe. Mais je pense que l'Europe a toujours plus besoin de cette région et de l'Albanie parce que c'est inutile de penser que tout ce qui se passe au-delà des murs
ne concerne pas l'Europe. Plus, au-delà du mur, il se passe des choses qui ne sont pas plaisantes, plus l'Europe va mal. Regardez l'Ukraine. Edi Rama, on vous entend bien dire qu'effectivement la criminalité, il n'y a pas que chez vous qu'elle existe naturellement, mais pour entrer dans l'Europe, pour être candidat, il faut respecter un certain nombre de critères de gouvernance, de droit de la propriété, de reconnaissance. Bref, il y a un vrai boulot à faire, une évolution qui, disent les experts, n'est pas encore réellement amorcée dans votre pays. C'est un mauvais procès pour vous? Non, je pense pour être membre de l'Europe, Ouais. on doit vraiment convaincre tout le monde qu'on est capable de Respecter ces de règles. respecter ces règles. Mais la question de l'adhésion, c'est une question depuis 10 ans minimum pour nous. Pour être un pays candidat, ça veut dire tout simplement respecter une proposition de la Commission européenne qui s'en occupe et qui a proposé d'une manière nette et sec l'année dernière que l'Albanie doit obtenir le statut du candidat. Et alors, pourquoi on n'a pas obtenu? Pour des raisons qui sont politiques et qui sont liées, selon moi, pas nécessairement avec l'Albanie elle-même. Quelles sont ces Vous raisons pensez au alors? scrutin? Non, mais je vous dis, Ouais. c'est des conditionnements dans des divers pays, de la politique intérieure, qui font que la décision... Ce sont les craintes par rapport à l'élargissement. Ce sont. mais c'est- moi, c'est le je veux courant. bien, oui, mais je dis pas qu'il n'y a pas, des raisons, mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas regarder le doigt quand le doigt montre la lune. Ce sont des raisons beaucoup plus complexes que ce qu'on dit. Et la politique est faite pour raconter toutes les histoires nécessaires à raconter dans des moments où il y a des choses à ne pas raconter, non? Mais est-ce que ça va vraiment changer en juin, puisqu'on sera juste après les élections européennes, et où il y a des risques dans au moins 4 des pays qui étaient réticents à l'entrée de l'Albanie, le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Dans ces 4 pays, les partis d'extrême droite ou populistes peuvent arriver en tête aux élections européennes. C'est ça votre explication? Un mois après, est-ce que ces pays vont voter pour? Ce n'est pas mon explication, mais c'est... Et moi, je vous remercie beaucoup de tout mon cœur, parce que votre liberté et votre honnêteté professionnelle vous donnent la possibilité de parler directement de quelque chose que peut-être pour moi, ce serait un peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y a un conditionnement de l'extrême droite sur l'Europe, mais pas vis-à-vis de l'Albanie, parce qu'à la fin, s'il y a une chose qui a changé totalement, on ne pense pas d'être le centre du monde comme on pensait pendant notre époque communiste. Et moi, je ne pense pas que l'Albanie, c'est un pays avec un poids qui est plus que ce qu'elle est. 3 millions d'habitants, Voilà. on rappelle. Alors, le problème, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus important pour l'Europe elle-même. Le conditionnement de la politique européenne par des partis d'extrême droite et la réticence en général de l'Europe rêvée par le général de Gaulle et par Adenauer et par des autres, aujourd'hui, c'est le plus grand danger pour l'Europe du futur. Alors, Monsieur le Premier ministre d'Albanie, Edi Rama, nous nous retrouvons dans un instant après un point sur l'actualité. Nous poursuivons sur l'Europe, sur votre pays et sur la politique internationale. A tout de suite. Retour à International sur les antennes de Radio France Internationale, de TV5 Monde en liaison avec le quotidien Le Monde. Nous sommes à Tirana, en Albanie. Nous sommes accueillis et reçus par Edi Rama, Premier ministre de ce pays. Beaucoup de questions, nous parlions de l'Europe. Retour, reprise avec cette question de Sophie Malibaud de RFI. Que se passerait-il, Monsieur le Premier ministre, si au mois de juin, donc très prochainement, finalement, l'Albanie n'obtenait toujours pas le statut de candidat à l'adhésion à l'Europe? Mais je ne pense pas que le monde... Que
que se passerait-il chez vous? Non, non, Est-ce que l'opposition ne risquerait on pas a une de... expression, je ne pense pas que le monde se Ça va bouleverserait peut-être le tourner, comme on lendemain. dit. Mais je dis une chose, ici on est dans les Balkans, on est dans un lieu identifié avec la guerre et avec les conflits. Bien sûr. On est dans un lieu où, il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale a commencé. Et on est dans un lieu où, pour la première année dans l'histoire, on a la paix. Le 2014, c'est le premier an qui nous a trouvés tous chez nous et personne avec un fusil pointé vers la maison du voisin. Et il y a un pourquoi. Ce n'est pas magique et ce n'est pas que les gens dans les Balkans sont devenus des anges. C'est au nom de l'Europe. C'est au nom de l'Europe que les ennemis d'hier ont fait la paix d'aujourd'hui. Et c'est au nom de l'Europe que les gens dans les Balkans ont fait exactement ce que Schuman avait fait 5 ans après avoir été torturé dans les prisons de la Gestapo ou après avoir pris des responsabilités Vous nous dites que de l'Europe risquer la vie dans la résistance Vous française. nous dites que l'Europe est déjà là dans les Balkans. en fait. Alors, il y a un message très fort pour l'Europe. L'Europe a été la raison pour laquelle nous avons fait la paix, parce qu'il y a une rêve dans cette région, et l'Europe, pour nous, pour toute la région, c'est une destination qui nous rend optimistes pour notre propre futur. Refuser ça et ne pas tirer aujourd'hui des leçons sur l'Ukraine, Voilà. ça pourrait rendre l'Europe encore moins sûre et encore plus incerte pour son propre futur. Vous pensez qu'effectivement l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine peut donner une leçon entre guillemets aux Européens? Il faut absolument, parce que c'est inutile de trouver les solutions des problèmes de l'Europe d'aujourd'hui, les problèmes de chômage, les problèmes de pauvreté, les problèmes de manque de croissance, dans l'isolement et dans les thèses insupportables de l'extrême droite. Ça, c'est vraiment se tuer, se suicider en direct. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, Premier ministre d'un pays balkanique, qu'est-ce que vous avez à dire à l'Europe sur justement la crise en Ukraine, où on parle de guerre civile? Mais la crise en Ukraine, c'est l'expression de la manque d'une Europe stratégique. Et c'est l'expression d'une Europe tactique qui ne réussit pas à surmonter les angoisses des prochaines élections. Tout simplement. Je n'ai pas de leçons à donner à personne. Et par contre, j'ai vraiment, et on a tous, un très grand espoir que l'Europe d'aujourd'hui et les leaders d'aujourd'hui, et Angela Merkel et François Hollande en primis, et les autres suivront une politique d'élargissement et d'ouverture pour rendre l'Europe politique une réalité. Parce que s'il n'y en a pas une Europe plus politique et moins attachée aux problèmes financiers et économiques nationaux, on risque tous. Ce qui fait le lit de l'extrême droite aussi, quelquefois, c'est la situation économique, c'est la montée du chômage. On voit les difficultés qu'on rencontre en France. C'est ça aussi qui alimente chez vous, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous faites pour juguler ce type de problème? Parce que vous aussi, ici, le chômage est très important. Il est supérieur à 12%. Mais peut-être, sûrement, je suis moins capable de donner des réponses à ces grandes questions vis-à-vis les leaders européens. Et dans ma naïveté, je cherche la réponse à cette question en me demandant qu'est-ce que les pères fondateurs de l'Europe auraient fait aujourd'hui devant ces défis et devant cette extrême droite qui cherche
d'imposer une vision du monde complètement contre-productive et d'une respiration très très courte. Je pense qu'ils auraient répondu, ils ont eu des réponses différentes. Mais l'Europe, par exemple, dont on parle beaucoup dans cette émission, puisque je rappelle, nous sommes ici à l'occasion de cette fête de l'Europe, elle est d'autant plus populaire qu'on n'est pas encore dans l'Union européenne. Au sud, il y a la Grèce, votre voisin, où l'Europe n'est quand même pas très populaire. On l'accuse de tous les maux, d'imposer la rigueur. Vous n'avez pas peur d'un changement dans l'état d'esprit de vos concitoyens? Une contagion? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je cherche quand même de rester dans le cadre où nous empêche la discussion tout court, en disant tout simplement que l'Ukraine, c'est un exemple spectaculaire d'une faiblesse dont on se doit rendre compte aujourd'hui, pour ne pas payer un prix beaucoup plus cher demain. Est-ce que vous dites que l'Ukraine aurait sa place dans l'Europe? Mais moi, je dis une chose beaucoup plus simple. Dans le moment où il n'y avait pas la crise déchaînée de la façon dont elle s'est déchaînée, l'Ukraine a eu des demandes précises et l'Europe n'était pas capable de répondre. Et dans le moment où la crise s'est déchaînée, l'Europe a montré la possibilité de répondre, mais c'était trop tard. Est-ce que Poutine, je parle financièrement. Est-ce que Poutine, par exemple, inquiète dans votre pays? Je me souviens, quand j'étais en France, je me souviens d'une blague entre amis français qui parlait d'une vieille dame qui disait « la Chine m'inquiète ». Nous, on est un pays, on est un pays où on se rend compte toujours plus de la mesure du pays, du poids du pays, et on n'est pas dans la place de pouvoir prendre pour nous, de s'approprier de toutes les inquiétudes du monde. On a eu ça, on a fait ça pendant 50 ans et on a créé l'enfer pour nous-mêmes. Mais si on parlait déjà des inquiétudes des Albanais, je reviens sur le contexte économique albanais. Vous avez fait des promesses. Vous avez par exemple promis de créer quelques 300 000 emplois dans votre pays. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Mais avant tout, il faut être très clair. Il y a une différence entre un emploi dans le sens qu'on a de l'emploi en France ou dans l'Europe officielle et ici. Ici, il s'agit aussi de formaliser l'emploi, de tirer les gens hors d'un cercle d'esclavage dans le noir. Et je vous dis tout simplement que la dernière donnée qu'on a aujourd'hui, 25 000 d'emplois de plus qu'on avait au mois de janvier. Mais ce n'est pas des nouveaux postes de travail. C'est de la légalisation du travail. Il s'agit dans la majorité de formalisation et d'amener les gens et les entreprises dans la situation de formaliser leurs relations, de déclarer les contributions et tout ça. Voilà. Vous avez fait appel au FMI. Est-ce que vous pensez que les Albanais sont prêts à accepter les sacrifices que risque de demander le FMI comme ailleurs? Moi, je dois vous confesser qu'on a eu une négociation assez impégnative avec l'FMI, mais à la fin, on a eu un programme signé assez bon pour le pays. Et on a même pensé que, voilà, l'FMI a un cœur. Mais tous les pays disent ça au début. C'est pas la bête noire c'est pas la bête noire des peuples et des pays en difficulté. Tout au contraire, on n'a pas parce qu'on n'a pas accepté dès le début un programme d'austérité, ça c'est vrai. On a profité aussi de la nouvelle conjoncture où l'austérité devient, grâce
à une bataille vraie, propre, dans toute l'Europe, pas si facile que ça à être accepté. On a eu un programme flexible de croissance, bien sûr avec des engagements très forts pour des réformes assez radicales. Par exemple, la réforme des pensions dont les institutions internationales, les pays qui nous aident, nous demandent depuis 20 ans, a été mis en chantier et va passer en Parlement dans les mois qui viennent. Ça veut dire on va vite, on fait des choses. Quel rôle joue l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair en Albanie? C'est l'un de vos conseillers? Moi, ça serait un honneur que peut-être moi je ne mérite pas, mais ce n'est pas un conseiller, mais c'est un ami. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui a joué un rôle historique pour les Albanais. Vous vous sentez proche de son socialisme à pour lui? les Albanais, dans la guerre de Kosovo. Et c'est quelqu'un sans lequel peut-être je ne serais jamais entré en politique. Son New Labour a été l'inspiration pour moi et pour ma génération. Et à travers le New Labour, on a changé le Parti socialiste albanais. Il est adaptable dans ce pays, ce New Labour, ce socialisme à la Blair, social-démocrate? Je pense que ceux qui ont essayé de le refuser ont eu du mal. Ont eu du mal avec les recettes socialistes d'un siècle qui est parti pour toujours. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique. Il ne faut pas faire un choix déficitaire parce que ça a l'air d'être un choix socialiste. Et il ne faut pas hésiter de faire un choix socialiste quand ça a l'air de fonctionner. Vous vous sentez proche, par exemple, du socialisme de François Hollande, qui est très impopulaire, vous le savez? Mais, moi, je me sens très proche aux socialistes français en général. J'ai eu la chance de vivre en France quand François Mitterrand était encore Président de la République. Président de la République. J'ai eu la chance de connaître Michel Rocard, j'ai eu la chance de connaître Hubert Védrine, j'ai eu la chance de connaître des gens qui vraiment sont des héros de la pensée de la gauche européenne. Et je ne vois pas pourquoi François Hollande ne serait pas un président de succès dans cette famille avec des gens de cette envergure. Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, finalement, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure socialiste, comme mesure voilà. Mais moi, j'ai un peu de mal à qualifier les mesures comme socialistes ou conservatrices. Mais je pense qu'on a pris une mesure fondamentale d'abolir la flat tax. Je ne sais pas comment on dit en français. On avait une taxe flat. Uniforme. Uniforme. Tout le monde, indépendamment des revenus, devait payer 10%. Et c'était une taxe qui taxait plus ceux qui avaient moins et moins ceux qui avaient plus. Et on a changé ça. L'impôt progressif. On a changé ça et on est revenu dans l'impôt progressif. Mais on est resté dans l'impôt uniforme pour les entreprises parce qu'on a senti le besoin de pousser plus vers la croissance à travers le soutien des entreprises. Alors vous savez que c'est... Alors, qu'est-ce que c'est socialiste et qu'est-ce que ce n'est pas socialiste dans ça? Alors, dans la vieille façon, on dirait on a pris une mesure socialiste pour les revenus personnels et on a pris une mesure de droite pour les revenus, des entreprises. Mais moi, je pense que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas si facile que ça. Vous avez très fortement taxé l'impôt, imposé les plus-values des entreprises aussi. Non,
c'est pas vrai. 15%. 15%. Et vous Oui. n'avez pas l'intention de les augmenter? 15% pour tous dans l'entreprise. C'est le moment d'émigrer en Albanie. Ah bien. C'est le moment d'émigrer en Albanie. Le tapis rouge, pour- comme dit Oui, le maire de Londres. oui. Dites-moi qui, dans les entrepreneurs français, ne rêverait pas de payer Alors, pourquoi ils que viennent 15%. pas Voilà. Que 15%. Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas beaucoup? On parle d'une insécurité juridique, une complexité peut-être de venir investir ici. Le pays ne serait pas encore suffisamment sûr. Qu'est-ce que vous leur dites à ces investisseurs? Moi, je leur dis de lire moins de journaux et de voir plus de la Qui réalité. viennent vous voir. D'écouter moins de la propagande anti-européenne de l'extrême droite qui nourrit aussi une sorte d'attitude réticente vis-à-vis des pays comme l'Albanie et de venir voir. Parce que la vérité, c'est le contraire. par exemple, qu'est-ce J'ai que pas vous vu, verrez, alors? j'ai pas vu, ni dans ces mois, mais ni avec l'autre gouvernement que moi, j'admirais pas du tout, une entreprise française ou italienne ou anglaise venir ici pour investir et avoir des problèmes de sécurité juridique. Je n'ai pas vu ça. Alain Sall. J'aimerais bien reposer la question sur Tony Blair parce que j'ai toujours pas compris quel rôle il joue ici. Non, il pratiquement, pour le moment, son rôle, c'est tout simplement quelqu'un qui a une relation avec nous, avec moi. On a aussi une relation de vraie amitié avec Alistair Campbell, qui a été son gourou de relations publiques et qui nous a assistés pendant la campagne électorale. Mais la chose magnifique avec ces gens-là, c'est qu'ils sont des vrais gens de gauche. Si pour gens de gauche, on parle de solidarité et on parle d'amitié vraie et propre. On a beaucoup parlé dans cette émission. Et avec Tony Blair, on veut mettre en place une unité ici de Delivery Unit qu'il a fait à 10 Downing Street quand il était Premier ministre, mais on n'est encore pas là. Je vous pose la question, on a beaucoup parlé de l'Europe, des difficultés que vous rencontriez. Un certain nombre de voix, par exemple le Premier ministre du Luxembourg, estime qu'il y a une grande difficulté pour des pays musulmans, vous l'êtes à 70%, c'est encore plus difficile pour vous d'être accepté par les autres. On ne vous le dit pas forcément directement comme ça, mais c'est l'une des éléments. Non, redoutez ça? je l'ai dit directement aussi, mais dans le sens que chez certaines parties de l'extrême droite, c'est clair que c'est un des instruments de la propagande, c'est la honte, mais c'est comme ça. Et c'est encore plus gênant que ce sort d'instrument peut fonctionner pour contaminer, pas tout simplement leur électorat, mais la politique en général. C'est une contamination indirecte. Moi, je pense que l'inverse est vrai. L'Albanie et les Balkans ont une proportion de population musulmane native. 70% on dit? Natif. Oui. Enfin bon. On n'entre pas dans ça parce D'accord. qu'on n'a jamais eu un census vrai et propre. Et je ne dirais pas ça, mais bon. Natif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est au milieu de l'Europe. On crée les conditions pour une Crimée religieuse. Qu'est-ce qu'on fait? On crée les conditions pour peu à peu marginaliser une région et marginaliser des peuples, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Albanie. Il s'agit des Albanais de Kosovo, il s'agit des Albanais de Macédoine, il s'agit des populations en Bosnie. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'il n'y a pas de place pour vous, et alors on ouvre une porte derrière pour quelqu'un d'autre qui vient et qui infecte tout l'environnement avec des propos d'islam radical. Et alors, où on se trouve? Après 10 ans, après 15 ans, on se trouve devant quelque chose qu'on ne peut plus renfermer, disons, dans la boîte des valeurs et des bons propos. Voilà, c'est ça la stratégie et c'est ça la tactique. C'est stratégique d'amener le plus vite possible les Balkans dans l'Europe
et de voir cette dimension musulmane comme une richesse aujourd'hui pour ne pas avoir demain des conséquences d'une tactique complètement absurde de dire oh, ils sont musulmans, l'Europe est chrétienne et tout ça. Être chrétien veut dire accepter les autres sans différence. Nombre de pays d'Europe luttent aujourd'hui contre ce fléau qui est le départ de jeunes endoctrinés vers la Syrie, le djihad, dans des conditions épouvantables. Il y a des Albanais qui sont morts au combat en Syrie. Mais vous avez l'impression d'avoir jugulé ce problème-là? Il y a eu tout un travail d'effectuer ici? Non, on a fermement déclaré qu'on va se battre contre ça. Ici, comment vous y prenez? Ici, on a eu des signes aussi d'extrême droite et tout ça, mais on ne se fait pas conditionner par ça. Et moi, je pense que chaque bataille qui est déplacée dans le terrain de l'extrême droite est destinée à être perdue. Alors, il faut faire la bataille dans le terrain de l'Europe et au nom de l'Europe. L'Europe, personne ne doit pas avoir ni honte et ni complexe de dire l'Europe unie, c'est notre destin et l'Europe unie, c'est le destin de nos enfants. Voilà. Et je pense que ce que vous dites, c'est très, très dangereux. Et ce sont des signes auxquels on doit trouver la remède aujourd'hui. Et la remède, c'est l'Europe. L'Europe unie des peuples sans différence. Il y avait une réunion des Européens pour parler de cette question, des jeunes recrues au djihad en Syrie. Vous y étiez associés? Mais nous, d'une façon ou une autre, il y avait des Marocains, des Tunisiens? Nous, on a adopté immédiatement une loi qui clairement crée les conditions pour traiter chaque mobilisation dans un autre pays, chaque mobilisation armée dans un autre pays comme illégale. Alors, soit dites, je reviens dans mon propos. Les remèdes du moment ne sont pas les remèdes pour le futur. Pour le futur, il faut être stratégique. Edi Rama, merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes peintre. On prête à Monet, l'un des pères de l'Europe, cette phrase. Il aurait dit « Si c'était à refaire en parlant d'Europe, je commencerais par la culture ». Vous êtes d'accord avec ça? Mais pas seulement je suis d'accord, mais avant il n'y a pas beaucoup d'hommes de culture autour de vous. Avant de parler avec vous, on a eu une très belle discussion avec Angelin Preslocage, bien sûr, qui est albanais d'origine, et d'autres, le ministre de la Culture, et on a répété mon credo. Un projet d'infrastructure de moins et un projet de culture de plus, c'est beaucoup plus de futur pour nos enfants. C'est une façon de construire aussi cette Europe. L'infrastructure spirituelle, c'est ce qu'on a besoin et ça va à travers la culture, bien sûr. Merci, Monsieur le Premier ministre d'Albanie, de nous avoir reçus pour cet entretien. Merci à nos partenaires de la télévision albanaise qui nous ont également permis de réaliser cette émission. Et puis on se retrouvera très bientôt pour un autre numéro d'International. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI et sur celles de TV5.